Bonjour à tous déjà. Donc, je me présente, moi je suis Nicolas Désirat, donc je suis Cloud Engineer chez Oracle. Et donc dans cette session de 1 heure, on va parler, vous avez compris, on va parler d'IA, d'IA dans la base et comment on peut utiliser les différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées par Oracle dans la base de données 26 AI, et même dès la 23, on avait commencé à le faire. Donc ça sera une session qui va faire un tour d'horizon, un petit peu une overview des différentes possibilités en termes d'IA. On va pas tout voir parce que ça serait trop riche, mais on va avoir une bonne partie quand même de choses. Et je vais essayer de faire une session avec en même temps de la démo et des slides. Donc ça sera à peu près moitié-moitié. Et en termes de démo, j'ai des choses qui sont. Alors moi, je les ai enregistrées pour ne pas avoir de problème avec l'effet démo. Et donc j'ai d'abord enregistré les démos que je vais vous présenter. Donc, pour démarrer déjà, évidemment, on va parler de tout ce qui est à disposition dans la database 26AI en termes d'IA. Donc, comme vous voyez, on a pas mal d'éléments qui sont en disposition. Et aujourd'hui, ça va servir un petit peu d'agenda et de fil rouge. On va plutôt parler de la partie Vector Search, IA générative, Select AI et le Private Agent Factory. Donc, tous ces éléments-là, on va les voir un par un et avec des démos adaptées à chacune de ces fonctionnalités. La partie MCP Server, je ne vais pas en parler aujourd'hui. En plus, je crois que Loïc en a parlé juste avant moi, donc c'est déjà une bonne chose. Et la partie Machine Learning, si vous voulez, on a fait une session hier sur la partie F1 et j'avais présenté un petit peu le Machine Learning, Oracle Machine Learning. Donc vous pouvez, si vous voulez, consulter cette session et vous verrez une petite présentation sur la partie Oracle Machine Learning. Donc, traditionnellement, les bases de données qu'on connaît, elles sont conçues pour traiter de la donnée structurée qui est organisée en tables ou en colonnes et qui permet bien sûr de gérer des systèmes critiques, de tous les systèmes stratégiques tels que vos ERP, vos CRM, vos systèmes de paie, en fait, toutes vos applications métiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une très grande partie de vos données d'entreprise, en fait, sont des données qui sont non structurées et qui sont difficilement exploitables. Elles sont souvent, alors on peut les stocker dans la base, bien sûr, souvent non structurées, que ce soit des images, des vidéos, des documents, ça peut être stocké. Mais dès lors qu'il faut en tirer parti, en tirer de la valeur ou les interroger, ça devient plus compliqué. Et donc, en fait, il faut avoir pour cela des technologies nouvelles pour être en capacité de tirer parti de ces données non structurées pour pouvoir faire de la recherche dessus ou en tirer toute la valeur potentielle. Et un élément qui existe pour ça, c'est la partie IA, vectorisation, donc la partie recherche vectorielle, qui est une technologie relativement récente et qui permet de rechercher dans des documents, des images, des vidéos, et même d'ailleurs de la donnée structurée aussi, hein, qui permet de trouver des contenus similaires en se basant sur le contenu sémantique de l'objet, et plutôt que sur le pixel ou le mot qui compose l'objet en lui-même. Donc typiquement, si je prends un exemple de ce que c'est que la sémantique d'un objet, si vous avez par exemple une colonne avec une table avec des colonnes et des lignes dedans, il y a des noms de voitures, par exemple, je sais pas, Ferrari, mais qu'il n'y a pas le mot voiture. Si vous faites une recherche textuelle avec le mot voiture, vous ne ramènerez pas la ligne. Par contre, si vous faites une recherche sémantique avec le mot voiture, à ce moment-là, vous allez ramener la ligne Ferrari. Pourquoi? Parce que dans le mot Ferrari, quand vous allez vectoriser ce mot-là, vous allez avoir toute une information sur ce mot, de la sémantique et le sens. Donc, on va savoir que Ferrari, c'est une voiture, en général, c'est rouge, que c'est plutôt en Italie, que ça va vite, que c'est cher, etc. Enfin, tous ces éléments-là, vous allez les voir, ils sont accolés au mot Ferrari. Ce qui fait que vous, quand vous allez rechercher le mot voiture, vous allez tomber sur cette ligne-là, alors que ça ne serait pas le cas si c'était en recherche lexicale. Donc, un vecteur, c'est quoi? Un vecteur, en fait, c'est une séquence de nombres qu'on appelle des dimensions et qui sont utilisées pour capturer finalement les caractéristiques importantes de l'objet ou de la donnée qu'on veut vectoriser. Donc, ça représente, comme je vous dis, le contenu sémantique. Et on va utiliser des modèles de machine learning pour vectoriser ces objets. Donc, si je prends un exemple, par exemple, d'un parc national, on va être un peu sur les parcs nationaux aux États-Unis sur cette session, hein. Et donc, si je prends un exemple, on va voir que finalement, si on veut illustrer un petit peu de manière simpliste ce qu'est un vecteur, on va voir que sur cette image, on peut reconnaître différents éléments qui pourraient être des dimensions d'un vecteur. Typiquement, ça serait le chemin, ça serait le randonneur, ça serait la rivière, le pont, le type d'arbre. Voilà, ça, c'est des caractéristiques. Alors évidemment, en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Les caractéristiques, elles sont choisies par les algorithmes de machine learning. Et ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça donne quand même une idée. Et sûr et certain que si je fais une recherche sémantique sur des photos avec un pont, et ben cette photo, elle va revenir. Je vais vous expliquer pourquoi et comment ça marche tout à l'heure.
Pour ce qui est des opérations de vérification, enfin de recherche de similarité, on va, en fait, une fois qu'on a vectorisé ces différents éléments, ben, en fait, on va faire ce que un ordinateur sait faire le mieux, c'est-à-dire travailler sur des nombres. Et donc, on va comparer les nombres les uns avec les autres, donc les vecteurs les uns avec les autres. Et on a différentes méthodes, qu'ils soient euclidiens, cosine similarité, différentes méthodes pour aller vérifier ou rechercher la similitude entre les différents vecteurs. Ça, c'est la méthode qui va être utilisée pour aller faire de la recherche sur les vecteurs. Alors maintenant, si on revient sur la base Oracle, eh ben, et la base Oracle, à partir de la 23, on a rajouté dans la base Oracle, donc une base de données, finalement une base de données vectorielle, puisqu'on va être capable de traiter des nouveaux types de données de type vecteur. On va rajouter plein de syntaxe SQL pour gérer ces vecteurs directement dans la base et rajouter aussi des éléments d'index. Alors, ce qui est après intéressant hein, là-dedans, c'est qu'effectivement, vous allez retrouver finalement la notion de convergence Oracle. C'est-à-dire qu'en fait, là où vous avez vos données relationnelles, vous allez aussi avoir vos données vos vecteurs disponibles, mais vous pouvez aussi croiser ces données entre la donnée relationnelle et la donnée vectorisée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pas besoin de faire de l'intégration avec des systèmes externes ou des bases de données spécialisées. Tout est au même endroit. Donc c'est pareil si vous pour parler du JSON ou du spatial. Tout ça, c'est à l'intérieur du même moteur avec en général, et même en règle à quasiment 100%, le même type de langage, c'est-à-dire du SQL derrière, pour travailler sur ces données et vous pouvez croiser ces différentes données au sein de la même base. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important et c'est vraiment le gros point fort d'Oracle sur ces aspects-là, l'aspect convergence. Et donc dans la base Oracle, maintenant, on a la possibilité de faire du vecteur et donc d'utiliser une base vectorielle dans le moteur relationnel Oracle. Alors, si on va un petit peu dans le détail maintenant de ce qu'il y a dans ces nouvelles fonctionnalités qui sont offertes sur la partie vecteur. Bon, d'abord, comment on génère un vecteur? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle on va utiliser ce qu'on appelle un modèle d'embedding. Donc, c'est un modèle de machine learning qui en général est fait avec du deep learning et qui va être utilisé pour scanner ou pour parser un objet et pour en récupérer un vecteur à partir de cet objet. Donc, l'objet, comme je vous l'ai dit, ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, de l'audio, des images, donc tout type de vecteur et aussi de la donnée structurée, hein, peu importe. On peut vectoriser n'importe quel type de structure. Il faut par contre utiliser les bons modèles d'embedding qui vont bien avec le type de données qu'on va vectoriser. En général, suivant le type de données, on va avoir des vecteurs qui seront soit pour le texte, soit pour l'image, soit pour la vidéo, par exemple, ou pour l'audio. Il n'y a pas de meilleur modèle. Il y a le modèle qui sera le plus adapté au vôtre. Alors, ces modèles, on peut les obtenir soit commercialement, soit en open source. Donc, la plupart sont récupérables directement en open source et on peut travailler directement sur ces modèles pour vectoriser. Et puis, si vraiment vous avez des jeux de données très spécialisés, on peut aussi entraîner des modèles pour qu'ils s'adaptent le plus possible à votre jeu de données, à vous. Donc, maintenant qu'on a compris comment ça a fonctionné, la génération d'un vecteur, comment, dans la base, on va pouvoir stocker les vecteurs ou faire l'embedding. Donc, on a 4 méthodes différentes pour stocker les vecteurs. Soit on a un jeu de données avec des vecteurs déjà calculés. À ce moment-là, on peut intégrer ces vecteurs dans des colonnes et dans les tables où il y a des champs de type vecteur. On peut, depuis la base directement, puisqu'avec la base de données, et ça on va le voir un petit peu plus en détail après, on peut aller s'interfacer avec des IA génératives ou avec des IA de modèles d'embedding par exemple. Donc on peut, depuis la base, appeler ces modèles-là. Donc on peut, avec la fonction qui est UTL-to-embedding du package DBMS Vector, on peut passer un objet en référence et récupérer en retour un vecteur qui aurait été produit par une IA externe. On peut aussi utiliser des langages de développement, par exemple, qui vont travailler sur de la donnée, type Python, par exemple, qui va vectoriser des éléments et puis renvoyer le vecteur et l'intégrer dans la base. Et puis surtout, on a une dernière méthode qui est la méthode voilà, qu'on recommande, enfin, qui est vraiment intéressante, c'est l'utilisation de la fonction à l'intérieur de la base, vector embedding, parce que dans la base de données Oracle, on est capable maintenant de charger des modèles d'embedding, les importer directement dans la base et les exécuter dans la base, parce qu'on est conforme en fait à la norme ONNX. Donc on a un moteur ONNX dans la base Oracle, et donc tous les modèles qui sont de type ONNX peuvent être importés dans la base et exécutés en tant que tels sur les objets qui sont dans la base. Donc le gros intérêt, bah, c'est surtout que vous ne sortez pas la donnée. La donnée reste dans la base et donc vous vectorisez la donnée directement dans la base sans avoir à sortir la donnée. Donc c'est mieux en termes de sécurité
puisque vous allez profiter de tout l'écosystème de sécurité autour de la base Oracle pour vos données. Donc c'est quand même beaucoup plus sécure et beaucoup plus simple à utiliser. Donc voilà les 4 méthodes qui permettent de générer les vecteurs dans la base Oracle. Alors pour stocker ces vecteurs, maintenant, comme je vous l'ai dit, on a rajouté des datatypes spécifiques pour la partie vecteur. Donc on a un type de données qui s'appelle vector, donc qui a été ajouté depuis la 23. Et donc on peut spécifier le nombre de dimensions et le format, mais ça c'est optionnel. On peut aussi spécifier uniquement un vecteur, et suivant ce qu'on mettra, ça va s'adapter de la même manière, parce qu'on peut avoir des vecteurs qui seraient un petit peu différents, par exemple en termes de nombre de dimensions d'une donnée à l'autre. Pas forcément une très bonne idée, mais ça peut exister. Voilà. Donc on a les deux possibilités. Donc ça, c'est pour stocker les données, les données de type vecteur dans la base, dans les tables. Donc comme vous voyez, ça reste du SQL, hein. Donc on va travailler tout en SQL avec ces données de type vecteur. Ensuite, pour insérer les données, ben, on a la fonction toVector qui permet d'insérer depuis un texte dans une table avec le toVector, évidemment dans un champ de type vecteur. Et puis, on peut aussi récupérer un vecteur et le transformer en texte, par exemple, avec la notion fromVector. Pour faire la recherche sur les vecteurs, alors, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle vecteur distance. Donc, cette vecteur distance, elle va comparer deux vecteurs les uns avec les autres en utilisant des méthodes mathématiques comme des méthodes euclidiennes ou de cosine similarité, par exemple, pour faire rechercher la proximité d'un vecteur avec l'autre. Et donc, on va récupérer finalement un nombre, et plus le nombre est bas, et finalement, et la similarité entre les deux vecteurs recherchés est identique. Voilà. Et plus elle est proche. Et bien sûr, on va essayer de comparer des choux avec des choux et pas des choux avec des carottes. C'est-à-dire qu'il faut comparer des vecteurs qui ont le même nombre de dimensions les uns avec les autres. Sinon, évidemment, ça ne pourra pas fonctionner. Donc voilà. Donc on va comparer les vecteurs les uns avec les autres. Et là où je vous le disais, où c'est intéressant, c'est que maintenant que vous avez fait ça, vous êtes en capacité de travailler finalement avec vos données relationnelles et de combiner la partie vecteur avec vos données relationnelles. Typiquement, dans un parc national, si vous voulez rechercher des chutes dans les parcs par rapport aux images qui ont été scannées, mais à certains endroits, uniquement dans telle ou telle région aux États-Unis, eh ben, vous pouvez mixer la partie relationnelle avec la partie vecteur. Vous auriez pu aussi rajouter des éléments spatials ou graphes ou ce genre de choses à l'intérieur de la même requête et combiner l'ensemble pour faire des requêtes plus compliquées et pour pouvoir utiliser plus de capacités sans avoir à intégrer différentes technologies de différents services. Donc ça, c'est vraiment la partie intéressante, la partie convergence, hein, qui vous permet vraiment de mixer finalement les types de données différents les uns avec les autres sur des mêmes syntaxes SQL. Donc maintenant, vous voyez dans votre syntaxe, là, vous avez la partie fetch exact. Donc ça, c'est que quand vous faites une recherche par similarité, en fait, vous allez ramener les lignes, or triées en général par les données les plus similaires les unes avec les autres. Et en général, donc, ce qu'on va faire quand on travaille comme ça, c'est qu'on va travailler en balayant la table complètement quand on prend exact. Pour avoir une précision à 100%, il faut faire une recherche full. Ça veut dire que si vous avez, là, dans mes exemples que vous verrez tout à l'heure, j'ai 500 lignes, donc ça fait bien. Si vous avez plusieurs millions de lignes, ça commence à devenir compliqué. Ça peut piquer un petit peu de faire des recherches full, ça peut être un petit peu long. Et donc, évidemment, on a rajouté aux capacités la possibilité de créer des index de type vectoriel. Donc, comme je vous le dis, la recherche 100% précise, c'est la partie exacte. Maintenant, vous pouvez faire des recherches avec des index où vous n'allez pas être à 100% de précision. Vous allez vous en approcher, hein, on ne sera jamais très très loin de 95%. Mais par contre, vous allez drastiquement améliorer les performances. Et dans certains cas, ça devient vraiment important. Donc, on a deux types d'index qui ont été rajoutés. On a des index in-memory. Donc, ces index in-memory, leur avantage, c'est qu'ils sont très précis. Très, très efficace. Par contre, évidemment, comme c'est en mémoire, vous ne pourrez pas avoir bah, vous ne pourrez pas avoir ce que vous souhaitez en termes de stockage, évidemment. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, enfin, c'est embêtant. Ça dépend de vos jeux de données. Si vous avez un jeu de données qui est large, ça pourrait être compliqué. Si vous avez un jeu de données qui est relativement léger ou pas trop volumineux, ça fera l'affaire et du coup, ça va être beaucoup plus performant. Et puis pour les cas de données, jeux de données plus volumineux,
vous avez la possibilité d'avoir des index qui sont stockés sur disque, qui sont un peu moins précis, mais qui restent efficaces en tout point et qui bypassent finalement la problématique de mémoire, et donc vous pouvez stocker la volumétrie que vous souhaitez dans ces index. Et puis on a un troisième type d'index qui a été ajouté, qui est un index hybride. Alors ça, c'est assez intéressant, ça va combiner la partie vecteur et la partie full text. Donc comme vous savez, dans la base Oracle, on peut faire de la recherche full text. Et là, en fait, on va combiner les deux parties de la recherche sémantique avec de la recherche lexicale full text. Donc ça permet de préciser finalement un petit peu quand on fait de la recherche et d'avoir quelque chose de plus précis en termes de recherche au niveau des éléments. Voilà globalement, en termes techniques, ce qu'on a ajouté dans la base. Il y a d'autres choses évidemment, mais c'est pour une overview, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Et là maintenant, on va passer à la partie démonstration. Je l'ai enregistré, et donc c'est une démonstration sur la partie vector search. Donc là, j'ai copié les différents éléments qu'on va tester. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... D'abord, j'ai quelques tables dans la base. Donc j'ai des tables justement des parcs nationaux et les images qui sont associées. Et on va travailler avec ces deux tables-là pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc d'abord, je vais d'abord dropper euh, le modèle de texte. Et je vais sélectionner les modèles que j'ai dans la base. Donc, pour l'instant, alors, c'est des modèles que j'avais déjà importés. Je vous expliquerai juste après, c'est pour les images. Donc, pour les textes, je vais bien charger le modèle. Donc, c'est un modèle qui est stocké sur mon disque et je vais le charger dans la base avec cette méthode LoadDynamics Model. Donc, ça va prendre le modèle et ça va l'importer dans la base. Ensuite, il sera utilisable pour mes requêtes. Donc là, vous voyez, j'ai importé le modèle. Ça a été relativement rapide. Il fait 90 mégas. Et donc, je l'ai importé dans la base directement et maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, je vais utiliser la fonction vector embedding, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, je vais vectoriser le mot hello. Donc, tout simplement, donc, vous voyez que sur hello, il y a pas mal de choses dans le vecteur. Et donc, vous voyez, j'utilise hello comme data et je précise using le modèle que je viens de charger. D'accord? Donc, avec ce modèle-là, j'ai vectorisé le terme hello. Maintenant, si je fais ça sur une table, j'ai la table description. Bah, pour la description, je peux vectoriser le contenu de ma ligne. D'accord? Donc là, on est même sur la donnée structure, hein, ça marche très bien, que ce soit structuré ou les images. Donc une fois que j'ai fait ça sur les parcs, en fait, je vois que je n'ai pas de champ vecteur. Donc je vais rajouter un champ de type vecteur. Donc vous voyez, voilà, mon champ de vecteur, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la nouveauté. Donc je rajoute mon champ vecteur dans la table. Donc là, vous voyez, c'est un vecteur. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais être en capacité de mettre à jour ma table pour vectoriser l'ensemble des lignes de ma table. Donc là, je lance ma commande. Donc simplement, je fais un update sur la table pour que je vectorise l'ensemble des champs de description et que je les stocke dans le vecteur. Donc après, voilà, je commit évidemment. Donc là, j'ai skippé une petite erreur. Donc là, je fais maintenant une petite recherche full et je vais chercher les personnes qui font de l'escalade, enfin la possibilité de faire de l'escalade dans les parcs, voir où est-ce que je pourrais faire de l'escalade dans les parcs. Et donc, par rapport à la description du texte, bah, je vais avoir un certain nombre de lignes qui vont arriver et qui vont m'indiquer effectivement que dans ce parc-là, il y a des possibilités en termes d'escalade. Vous voyez, j'ai utilisé moi la partie rock climbing comme étant la recherche que je fais et je la compare avec le vecteur qui est dans ma table. Donc là, je fais la même chose, mais simplement pour vous montrer les éléments de distance. Et donc, vous voyez que plus l'élément est faible en termes de numéro, plus effectivement on est sur quelque chose de similaire. Et donc, on trie les résultats de cette manière-là. Et là, sur la partie exacte, vous voyez bien, quand je fais un explain plan de ma requête, on est bien sur un accès full parce que j'ai précisé exact. D'accord? Donc, maintenant, si je veux utiliser les vecteurs, je vais créer les index, pardon, je vais créer un index de type vecteur. Donc, un index in memory dans la base. Donc, c'est une syntaxe tout à fait enfin, standard hein, en termes de création d'index. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir utiliser mon index en faisant une recherche un petit peu différente. J'ai évidemment le même résultat, hein, parce que là, on est sur une précision relativement simple. Si je fais le plan d'exécution, on voit bien que j'ai la partie index et on a bien vu qu'en termes de mots-clés, j'ai mis le fetch approximate parce que c'est lui, en fait, qui m'indique que je vais utiliser index ou pas. Si je mets exact, je ferai un full. Si je vais fetch approximate, j'aurai à ce moment-là un index à utiliser. Donc maintenant, sur la partie image.
Donc là, je vais arrêter 2 secondes, j'ai deux modèles différents qui sont en fait les mêmes modèles et qui vont travailler un sur la partie image et l'autre sur la partie texte. L'intérêt de ces doubles modèles, c'est qu'en fait, on va pouvoir vectoriser les images avec le modèle qui est fait pour les images et on va pouvoir faire de la recherche textuelle sur ces images avec le même modèle, le modèle qui est adapté au texte. Et on va pouvoir finalement, en recherchant du texte, aller trouver des images qui correspondent au texte qu'on a rentré. Donc je poursuis la présentation. Donc là, j'ai mes deux modèles. Donc un pour des blobs, l'autre pour des varchars, hein, donc on a bien des données différentes. Et là maintenant, je vais faire une recherche. Enfin, je vais vous indiquer simplement le vecteur. Voilà, donc le vecteur, c'est un peu la même chose, hein. Je vous montre un vecteur tel qu'il est. Il n'y a pas de différence avec un vecteur de type texte, hein, vous ne pouvez pas le voir. Et quand je vais faire la recherche, maintenant, je vais rechercher, pareil, les rock climbing, les personnes la possibilité de faire de l'escalade dans les parcs. Et donc, je vais afficher les images. Donc les images, en fait, c'était des images qui étaient dans l'URL, qui ont été vectorisées en amont, avec le modèle qui va bien. Et donc, je vais récupérer l'image et je vais la copier et l'afficher dans un navigateur et on va bien voir si c'est bien lié à l'escalade. Ça arrive. Voilà, donc là, je cope ça. Voilà. Et là, effectivement, on est bien sur de l'escalade. Et donc, voilà, on a bien répondu à la question. Et maintenant, je vais faire la requête qu'on a vue tout à l'heure dans la présentation. Donc, une requête, en même temps, je vais vérifier, je vais chercher les chutes dans mes parcs nationaux qui se trouvent dans certaines régions des États-Unis. Donc, je refais ma requête. Et pareil, je vais revérifier. Donc là, on a bien filtré sur la région. Et je vais vérifier effectivement qu'on est bien sur une chute d'eau. Oui, donc on a bien une image de chute d'eau, donc on est bien effectivement dans cette partie de vectorisation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer en termes de vecteurs. Donc comme vous voyez, c'est relativement simple à utiliser, il n'y a pas de grosse complexité. C'est complètement intégré en termes de SQL, c'est intégrable facilement avec les données métiers, puisque finalement on a des éléments qui peuvent être combinés les uns avec les autres très facilement dans la partie métier. Je vais juste regarder. Chute. Ok. Donc on va prendre la suite. Et donc, les cas d'usage. Donc, les cas d'usage, évidemment, du vecteur. Donc, le vecteur en lui-même peut être utilisé tel quel, hein. On peut avoir des applications qui font que de la vectorisation et qui font que de la recherche de similarité. Donc, les cas d'usage, c'est bien sûr de la recherche visuelle sur des produits, par exemple. Ça peut être de la détection d'anomalies sur des chaînes de montage. Dans le domaine médical, bah oui, ça va être très souvent utilisé, notamment pour le traitement d'images médicales ou la comparaison de génomes. Dans le domaine bancaire, ça peut être intéressant ou la finance, par exemple, pour la détection de fraude ou la recherche dans des bases documentaires, typiquement en langage naturel. Voilà, ça, c'est vraiment des cas d'usage très, 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 très courants. Maintenant, le gros intérêt également qu'on a avec la partie vector search, c'est qu'on va pouvoir l'intégrer avec des IA génératives. Comme je vous le disais en préambule, dans la base Oracle, on peut aller maintenant travailler avec de l'IA générative. Donc, on a des méthodes d'accès en REST API qui permettent depuis la base d'aller chercher, d'aller travailler avec des IA génératives qui sont stockées à l'extérieur de la base. Donc, évidemment, les IA génératives ne sont pas dans la base, hein, parce que sont beaucoup trop volumineuses, on ne pourrait pas les stocker dans la base. Par contre, on a les méthodes pour rappeler ces IA génératives et pour travailler avec ces IA génératives. Donc, une possibilité d'utilisation du vector search, c'est pour faire du RAG. Donc, c'est quoi? C'est la possibilité finalement d'enrichir les modèles de LLM par du contenu privé pour avoir des réponses plus précises. Typiquement, on sait bien que le LLM, les IA génératives, ils sont enfin, ils peuvent avoir des hallucinations, c'est-à-dire des réponses qui ne seront pas exactes. Ils ne sont pas forcément entraînés sur des données privées, donc ils n'ont pas forcément le contenu qui va bien pour répondre à des questions précises. Ils peuvent être un petit peu aussi antidatés, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés à une certaine époque, ils n'ont pas forcément les bonnes informations au moment précis. Donc il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir des hallucinations. Et donc, dans un cas, pour des cas d'usage, ça peut être intéressant d'enrichir finalement le contenu de la connaissance du LLM par un ajout d'informations qui viennent de la base et de nos données privées. Alors évidemment, ces données, elles vont pas être stockées sur le LLM, hein. Simplement, elles seront prises en entrée, mais elles ne seront pas stockées évidemment sur la partie LLM. Pas de risque de perte de données.
Donc, le cas d'usage, il est simple, hein. On va effectivement, avec la partie vectorisation, être capable finalement sur des documents de vectoriser ce document, de faire une recherche de similarité, puis ensuite de travailler avec ça pour que le LLM enrichisse la réponse du LLM et avoir une réponse beaucoup plus précise à la question posée. Donc, comment ça fonctionne exactement? Donc, typiquement, là, j'ai un utilisateur qui va poser une question en langage naturel. On va vectoriser la question. On va comparer cette question vectorisée avec nos documents qui ont bien sûr vectorisé au préalable. Et on va récupérer par recherche de similarité les documents qui sont les plus proches avec la question posée. Une fois qu'on a fait ça, on va construire un prompt spécifique avec la question posée, avec les documents récupérés qui sont les plus proches. On va tout mettre ça dans le prompt et on va envoyer ça à notre IA générative, à notre LLM, donc, qui, lui, avec ça, va pouvoir vous renvoyer une réponse beaucoup plus précise par rapport à la question que vous avez posée et qui sera vraiment en adéquation avec ce que vous avez dans votre base privée. Ça permet d'enrichir, de sécuriser finalement les appels au LLM et pour avoir des réponses beaucoup plus sûres à des questions. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage qu'on va rechercher, qu'on va trouver beaucoup sur la base documentaire ou dans des informations avec du support, du chatbot, ce genre de choses, ça va être extrêmement, extrêmement utilisé forcément. Parce qu'on a accès à une base de connaissances privée et on va avoir une réponse qui soit automatiquement bien formatée, résumée, etc. Et ça, la combinaison des deux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors, ces IA génératives, on travaille avec toutes ces IA génératives, on peut travailler avec beaucoup de modèles. Donc, on a quasiment, on est compatible avec quasiment tous les modèles qui existent, hein. Donc, soit on les appelle directement sur des interfaces publiques, quand on peut. Maintenant, si on a des problèmes de réglementation ou de sécurité de la donnée, on peut très bien utiliser des instances privées sur lesquelles on fait tourner les modèles d'IA générative et on les appelle depuis notre base sur des modèles privés. Donc, la donnée ne sort pas de l'entreprise. Donc, on a vraiment les deux cas possibles. Donc, suivant la confidentialité et la sécurité de la donnée, bah, vous appelez soit des LLM qui sont déployés en mode privé dans votre data center, soit vous pouvez directement aller appeler des LLM en mode public sur des services publics. Ça sera à votre choix en fonction de votre contexte. Donc, pareil, petite démo sur la partie RAG. Donc, on va prendre la base des incidents pour cette fois-ci. Donc, dans cette base-là, j'ai deux tables. Donc, une table support employé, support incident. Bon. Donc là, je vais copier le contenu du test. Donc, la première chose, c'est que je vais faire un peu comme tout à l'heure. Je vais rajouter un vecteur à ma table de support incident qui n'en a pas. Et je vais vectoriser les éléments de la table. Donc, c'est un peu le même travail au départ. Donc là, je rafraîchis. On a bien l'incident vecteur. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre à jour, pareil, de la même manière, ma table avec les vecteurs. Donc j'utilise, vous voyez, le modèle que j'ai chargé tout à l'heure, hein, qui est dans le schéma NatPark. Donc je fais la même chose, donc j'ai 500 lignes mises à jour, je commit. Et là, par contre, ce que je vais faire, c'est que maintenant, alors je vais montrer, voilà, là, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, je vais montrer effectivement qu'on a pour chaque incident un vecteur associé, donc dans chaque ligne. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un credential. Donc là, j'ai travaillé avec Oracle Generative AI, donc OCI Generative AI. Donc là, la première chose à faire, c'est à créer un credential, donc une connexion à cette IA générative. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée un credential, le nom, et je vais lui passer mes informations de connexion, mon user, mon tenant, mon compartiment et ma clé privée. Et une fois que j'ai ça, je pourrais comme ça me connecter à mon LLM. Donc ça, je crée ma connexion. Et là, je vais d'abord faire la procédure. Donc je vais poser une question sur un problème de caméra, sans faire de RAG. Donc, je vais poser la question directement à LLM. Donc là, j'ai pris le modèle ChatGPT 4o. Voilà. Donc là, vous voyez, je passe dans la chaîne, je passe le provider et l'URL. Où est mon modèle? Mon endpoint pour mon modèle. Et donc, je pose la question. Et donc, vous voyez, j'ai une réponse qui est générique, puisque c'est une réponse qui est faite par le LLM directement. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai dans la table. Donc, avec la même question, donc je vais faire une recherche par similarité avec ma question. Donc, vous voyez, je récupère finalement, je vais couper 2 secondes.
Là, je fais une recherche de similarité en utilisant la même question sur mes données d'incidents qui sont dans ma table support incident. Donc, je récupère le contenu des incidents et bah, comment ça a été résolu. C'est ça qui est intéressant du coup. Et c'est là où dans un chatbot, par exemple, typiquement de problématiques support, eh ben, on va pouvoir déjà avoir un premier niveau de réponse par rapport à des choses qui sont déjà connues dans la base de connaissances. Donc typiquement là, bah, je vais poser la même question, je mets quelques instructions au LLM de manière à avoir une réponse correcte et bien ce que je veux. Donc je fais un prompt en fait, je ramène mes informations sur mon provider, sur mon modèle, etc. Et puis en fait, ce que je fais, c'est que je vais construire simplement, je vais faire la même requête que tout à l'heure, le select ici, et je vais construire le prompt en rajoutant le prompt que j'ai copié, la question et le résultat de ma requête, donc des incidents résolus de ma base. J'envoie tout ça au LLM, et donc effectivement, il va me renvoyer une réponse beaucoup plus propre et beaucoup plus précise en fait par rapport à ma question. Voilà. Et donc là, j'ai quelque chose qui est vraiment précis et qui est vraiment en adéquation avec ce qui se passe vraiment pour les utilisateurs quand ils ont un problème de caméra sur ce type d'incident. Donc voilà la partie RAG. Donc évidemment, tout ça, c'est relativement c'est simpliste, hein. L'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire et comment c'est facile. On peut faire des choses beaucoup plus complexes. L'idée, c'est juste de vous montrer la capacité et comment ça fonctionne. Donc voilà pour les parties RAG et Vector Search. Donc maintenant, on va passer sur la partie. Je vais passer à l'écran. Je vais le voir. Donc la partie Select AI. Donc Select AI, en fait, c'est un framework maintenant hein, qui permet de faire d'interroger la base pardon, en langage naturel. Donc c'est un framework qui permet donc d'interfacer directement la question avec les IA génératives. Et ça de manière relativement transparente pour l'utilisateur. La première déclinaison qu'on a eue de SelectAI, c'est la partie génération de code SQL. Donc, c'est la partie NL to SQL. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'on a eue et qui est sortie dès la 23. Donc, oui, la 23. Donc, la possibilité de faire du NL to SQL avec la base de données. Donc, l'idée, c'est en fait d'être capable de fournir une interface où la personne en langage naturel, pose une question et on lui récupère le contenu de cette question en données, en ayant transformé finalement la question en requête SQL. Et on verra comment ça fonctionne juste dans le slide d'après. On a étendu ce framework en fait, avec la possibilité de faire également de l'agentique. Donc on va faire des agents IA dans la base de données directement, toujours en utilisant ce framework SelectAI. On a aussi la possibilité de faire du chat. Donc de discuter directement avec un LLM sans interaction autre que discuter, donc avoir vraiment la possibilité de faire du chat. On peut faire du RAG aussi avec SelectAI, donc on a vu une première méthode juste avant. Il y a une autre méthode maintenant qu'on peut utiliser aussi avec SelectAI pour faire du RAG. On a aussi la possibilité de faire de la traduction, du résumé ou générer des données, des données. Donc tout ça, c'est le même framework et bah, typiquement, il est évidemment lié, comme précédemment, aux IA génératives. Et de la même manière que tout à l'heure, je vous indiquais sur la partie IA générative, on peut très bien travailler sur des IA génératives qui sont dans un cloud public, si on n'a pas de problème de confidentialité de la donnée. Si c'est le cas, on peut très bien travailler sur des LLM qui auront été déployés localement dans le data center. Et autour de ces frameworks, on a quelques outils qui ont été développés. Donc un outil autour d'Apex simplement pour vous montrer comment on peut, une interface finalement pour avoir une interface graphique pour discuter avec la base de données sur une application Apex. On a, ça j'en parlerai tout à l'heure, de la Private Agent Factory, donc, qui permet de designer et de construire des agents IA. Et puis aussi, on fournit maintenant, et ça je vais aussi en parler parce que c'est super intéressant, des, des agents développés, qu'Oracle a développés et qui fournit gratuitement à disposition. Et je vous donnerai le lien tout à l'heure. C'est vraiment intéressant. On peut faire des choses vraiment extrêmement puissantes avec ces agents IA directement dans la base. Donc voilà un petit peu ce qu'on a autour du Select AI. Donc je vous le disais, la première chose qu'on a sur Select AI, en fait, c'est la partie NL to SQL. Donc ça, c'est la première chose qui est arrivée. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir poser une question en langage naturel et de récupérer, alors, soit la requête exécutée, soit le contenu de la requête, soit l'explication, etc.
Donc, comment ça marche? En fait, vous allez poser une question. Alors, vous allez d'abord créer effectivement un credential. Vous allez créer un profil. Et dans ce profil, vous allez spécifier les tables ou les schémas que vous voulez utiliser. Et potentiellement, si vous voulez utiliser les contraintes, si vous voulez utiliser les commentaires, les annotations, qui sont en 23i, c'est la 23 AI, les annotations pour les envoyer au LLM. Donc, une fois que vous avez fait ce profil et le credential pour vous connecter, vous posez votre question en langage naturel. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que de manière transparente pour vous, le moteur va simplement récupérer le contenu de la question que vous avez posée, enfin la question que vous avez posée, va récupérer le DDL des objets qui sont dans son profil. Il va envoyer la question et le DDL au LLM qui, en retour, va générer une requête SQL. Et cette requête, vous aurez la possibilité, vous avez plusieurs actions possibles. Vous avez soit vous faites du show SQL, donc vous affichez la requête, soit vous exécutez la requête, soit vous expliquez aussi, ce qui est intéressant, d'expliquer quel est le chemin de pensée parcouru par le LLM pour générer la requête, comment il a construit cette requête et pourquoi vous en êtes arrivé à cette requête. Donc ça peut vraiment être intéressant, bah, notamment pour des développeurs, hein. Typiquement, sur des requêtes un peu complexes, vous avez la possibilité d'interroger finalement et de travailler en langage naturel avec la base, et puis récupérer des requêtes et potentiellement les retravailler derrière ou les exécuter directement sur le cas. Donc ça, c'est la première partie du NL to SQL. Donc j'ai une démo qui va montrer l'ensemble des choses, là, cette partie-là et la partie également agent. Donc maintenant, si on parle agent, parce que le Select AI, c'est aussi l'agent, et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc les agents IA, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un axe majeur en termes d'IA, hein. Donc, les agents IA, c'est aussi ce qu'on appelle un système de logiciel autonome ou un assistant numérique. C'est un programme qui est conçu pour effectuer des tâches et prendre des décisions de manière indépendante. Et ça, pour atteindre des objectifs spécifiques en limitant au maximum les interventions humaines. Donc, quand vous voyez la différence entre de l'IA générative, ou on va dire one-shot, et de l'IA agentique, bah, vous voyez, là, dans un cas, on va créer du contexte, du contenu, etc. Là, on va plutôt effectuer des actions. Ça peut aussi créer du contenu, hein. Mais on va effectuer une série d'actions, on va automatiser un certain nombre de tâches avec l'intervention humaine minimale. L'autonomie on essaye d'avoir le plus grand degré d'autonomie, et donc on va pouvoir opérer de manière un peu indépendante avec simplement une guidance humaine modérée. On va pouvoir prendre des décisions en fait en fonction des situations. Évidemment, on va indiquer au LLM dans les tâches, etc., ce qu'il faut faire, mais on a quand même la possibilité d'interagir directement avec l'agent, et donc l'agent peut aussi prendre des décisions et prendre un raisonnement en fonction des inputs qu'il reçoit. On peut faire des scénarios relativement complexes, hein. On peut avoir des scénarios assez complexes pour répondre à des cas d'usage compliqués. Et puis bien sûr, on peut s'interfacer avec d'autres systèmes externes, que ce soit des outils, des API, etc., pour accomplir certaines tâches. Donc on a quelque chose de beaucoup plus complet et qui va pouvoir vraiment beaucoup plus nous aider dans le développement d'applications, par exemple, ou pour travailler sur les données. Donc, les Select AI Agents, donc ça c'est nouveau, c'est sorti en 26 AI, donc c'est la possibilité de faire de l'agentique directement dans la base. Donc, on a différents composants qui sont présents pour faire cet agentique. Donc, c'est un agent IA, qu'on va le créer, on va avoir différents éléments. On va avoir une partie tool, qui est en fait la partie software, hein, donc qui permet d'exécuter une tâche. Donc, le tool, ça peut être par exemple une fonction SQL qu'on va exécuter en réponse à une tâche. D'accord? Une tâche, évidemment, c'est une action unitaire qui va être effectuée par un agent. Donc la tâche va être assignée à un agent. D'accord? L'agent, il a un rôle. Donc l'agent, on lui donne un rôle spécifique. Par exemple, ça peut être une personne qui gère la relation cliente sur des incidents, par exemple, typiquement. Et donc celui-là, il aura une tâche à cet agent, et la tâche utilisera un certain nombre d'outils pour être effectuée. Et puis on a une team, donc un agent, une team agent. Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir un ou plusieurs agents qui vont être dans cette team pour effectuer les tâches, et donc elles peuvent être exécutées de manière sérialisée ou paralysée suivant les cas. Donc ça, c'est le framework qui va être utilisé pour créer des agents. Et vous allez voir dans la démo que créer un agent en PLSQL, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de très compliqué, et très, très rapidement, ça fait des choses assez puissantes.
Donc là, on a vraiment une interface qui va réagir finalement, euh, qui va être réactive. C'est-à-dire qu'en fait, dans la base Oracle, on va commencer à discuter avec l'agent, on va avoir des allers-retours sans avoir à coder quoi que ce soit. Donc, on va vraiment avoir un raisonnement et la possibilité d'interagir, de répondre à des questions et d'enrichir finalement l'agent avec des réponses qu'on ferait côté humain. Donc, typiquement, dans le cas, là, ça va être le cas que je vais montrer, le cas d'un incident avec un utilisateur. Et ben, typiquement, l'agent va pouvoir interagir avec cet utilisateur sans qu'aucun humain derrière ne travaille, ne soit là pour répondre aux questions de l'utilisateur. Donc tout est fait par l'agent et vous verrez que simplement, même dans la base, on a des allers-retours qui sont effectués. Donc la démo. Donc on va faire la démo sur la partie Select AI et sur la partie Select AI agent. Donc là, je vais reprendre mon schéma incident et donc là, vous allez voir dans les tables, j'ai rajouté des supports employés, supports incidents, donc pour travailler sur ces données-là. Donc la première chose, c'est que je vais d'abord dropper le credential au CI que j'avais créé au préalable, ou que je n'avais peut-être pas créé d'ailleurs, non, je ne l'avais pas créé. Et donc je vais je vais de nouveau créer un credential pour me connecter à mon IA générative, donc toujours Generative AI Oracle Cloud Infrastructure. Donc je passe pareil ma clé, mon tenant, mon user, et je crée ma connexion. Enfin, voilà, mes informations de connexion. Ensuite, je supprime mon profil, il n'était pas créé, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 secondes. Voilà. Donc, je vais créer un profil. Donc là, je coupe 2 secondes. Quand je crée un profil, là, je vais lui spécifier effectivement la région sur laquelle je travaille, le compartiment. Mon provider, c'est OCI, donc automatiquement, il va aller chercher la bonne URL. Je vais lui donner les tables que je veux dans ce modèle de profil. Donc là, c'est tout ce qui est dans incident, donc schéma incident, donc toutes les tables seront dedans. Je vais lui dire que je veux, s'il y a des contraintes, je veux qu'il les récupère. Les commentaires, c'est pareil. Je vais lui donner le modèle d'embedding, donc toujours le modèle que j'avais chargé tout à l'heure, et le modèle que j'utilise en IA génératif, qui est le modèle GPT. Vous voyez qu'on a 2 modèles différents, un modèle pour l'embedding en interne, et un modèle qui pourrait aussi être externe d'ailleurs, et un modèle externe qui est sur le chat GPT. Sur Generative AI, le modèle OpenAI GPT 4. Donc là, j'exécute, je crée mon profil. Et donc la première étape, je vais exécuter du select AI. Donc là, et pour que ça fonctionne, en fait, pour que l'instruction select AI marche, il faut avoir c'était le profile. Donc je fais un DBMS Cloud set profile, je mets mon profil que j'ai créé, et là maintenant, je vais pouvoir utiliser le select AI. Donc là, je vais faire liste des commandes par client. Je n'espère que je dis rien de plus. Je parle en français, hein, vous avez remarqué. Et donc là, typiquement, je récupère une requête, parce que j'ai fait la commande TrueSQL, donc j'ai récupéré une requête qui fait une jointure finalement automatique entre les 2 tables des supports pour avoir les informations. Ensuite, je vais faire un explain. L'explain, je vais voir quel a été le chemin de raisonnement et comment l'LM a construit la requête. Ça permet de vérifier que ce qu'il a fait, etc. Ça permet de valider. Alors là, dans ce cas-là, c'est relativement simple, on est d'accord. Mais sur des cas plus complexes, ça peut être intéressant de savoir un peu quel a été le cheminement pris, voir si c'est valable ou pas, etc. Pouvoir faire un peu de gestion. Et puis après, on peut directement, si on fait rien, c'est du run SQL, on fait. Et donc là, par défaut, dans ces cas-là, on exécute la requête automatiquement sur le select array. Donc on a vraiment les différentes possibilités. Dans tous les cas, hein, on va passer tout ce qui est dans l'incident, dans tous les objets d'incident, on va les passer, les DDL évidemment, les métadatas uniquement. Il y a 0 données qui transfèrent de la base Oracle vers l'extérieur, c'est vraiment que les métadonnées. Et avec ça, on peut générer des requêtes. Donc maintenant la partie agent. Donc là, je vais créer un agent euh, qui va être en charge de répondre à des incidents. Donc la première chose, c'est que je vais créer un tool. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs aspects dans cet agent, plusieurs couches. Donc la première strate, c'est le tool, donc qui est une fonction SQL qui est créée. D'accord? La deuxième, c'est une tâche. Donc la tâche, je vais indiquer au LLM, suivant les questions, qu'est-ce qu'il doit poser comme question, suivant les réponses, comment il doit réagir, etc. Et ça permettra d'interagir avec l'utilisateur qui a un incident. Donc là, je crée ma task. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, c'est simplement du prompt en fait, hein. Ensuite, je crée un agent.
Dans cet agent, je lui spécifie un profil, comme vous voyez ici, j'ai un rôle. Je dis, bah, vous êtes un client, un agent pour la gestion des incidents et vous êtes expérimenté, etc. Donc ça, c'est le rôle de l'agent. D'accord. Donc là, je crée mon agent et ensuite, bah, je vais créer ma team. Et donc, la team, c'est un ou plusieurs agents. Donc dans mon cas, c'est un seul agent. Et donc, je lui mets de l'agent et de l'agent, il a une tâche. Donc, je lui assigne la tâche directement. Donc là, je crée ma tâche, voilà. Donc là, je vais vérifier. On a bien sûr toutes les vues pour aller voir si on a des agents ou pas. C'est l'agent, des teams, etc. Donc, on a bien créé mon agent et maintenant, je vais travailler avec mon agent. Donc là, vous allez voir que je vais pareil, je vais positionner le profil de mon agent euh, sur ma session. Donc, je vais vérifier que j'ai bien positionné mon agent sur ma session. Et là, je vais pouvoir travailler avec l'agent. Donc, vous allez voir, là, je vais faire simplement, je vais lui demander, je vais lui montrer un cas et je vais avoir une interaction vraiment avec l'agent. Donc, la première question, je dis, voilà, je veux retourner mon smartphone qui a un problème. Et donc l'agent me répond, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il était cassé, etc. Et là, je vais dire, bah, il est défectueux. Donc je réponds, mon agent. Il va me reposer la question. Dans ce cas-là, est-ce que vous voulez un remplacement? Est-ce que vous voulez plutôt un remboursement? Donc je vais préférer un remboursement. Donc il réagit par rapport à ce que je lui demande. Et là, il me dit, bah, je vais envoyer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer aussi mon nom et votre nom et votre numéro d'ordre pour que je puisse mettre à jour la base de l'information. Donc je lui donne les deux informations. Et donc, il va exécuter la fonction qui est dans le tool pour mettre à jour la table. Et ensuite, il va m'indiquer que tout est OK et il va me demander si je veux faire autre chose. Et là, je vais dire non. Et c'est fini. Donc, vous voyez, on a vraiment une vraie interaction. Et tout ça dans la base Oracle, hein. Voilà. Donc, ça, c'est fini. Donc là, j'ai travaillé avec un agent directement dans la base Oracle. Ça, c'est la partie Select et agent. Je vais revenir un peu dessus juste à la fin pour vous montrer ce qu'on peut faire, notamment dans les agents qui sont préconstruits déjà par rapport à Oracle, qui sont vraiment super intéressants en termes en termes d'outils de développement. Donc, le dernier point que je voulais discuter avec vous, c'est la partie Private Agent Factory. Donc, Private Agent Factory, c'est une plateforme no-code qui est à disposition pour développer et déployer des agents. Alors, ces agents, ils ne sont pas nécessairement dans la base. La plateforme peut aussi gérer les agents, mais les métadonnées vont être dans une base et potentiellement, il y a des aspects de la base, notamment la partie vectorisation, qui vont pouvoir être utilisés pour ces agents. Notamment si on veut faire du RAG, par exemple, on va pouvoir travailler avec ces agents. Alors cette plateforme, elle est disponible soit en téléchargeant le zip et en l'installant sur un système Linux, soit vous avez dans la marketplace la possibilité, si vous êtes côté Cloud Oracle, dans la marketplace, de déployer directement une plateforme qui est toute prête à l'usage. Donc cette plateforme, elle a plein de fonctionnalités. Elle a des agents déjà préconstruits que vous pourrez utiliser pour des cas d'usage spécifiques. Et puis vous avez la possibilité de spécifier des data sources, des sources de web, etc. Pour travailler avec les agents et avoir différentes sources pour ces agents-là. Et vous avez aussi un Visual Agent Builder qu'on va regarder justement, qu'on va voir, hein. C'est pratique. Donc ça, c'est vraiment une VM qu'on a à côté de la base qui va peut permettre de travailler sur des agents. Il y a un point intéressant, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que on va pouvoir, depuis cette plateforme, piloter des agents dans la base Oracle. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure en PLSQL, on est capable de le refaire, de le reproduire directement dans la Private Agent Factory, donc sans code, sans créer du PLSQL, c'est simplement en designant ça en interface graphique, et je vais vous montrer ça sur le champ. Donc, je démarre ma démo. Donc là, c'est l'interface de la Private Agent Factory, hein. Donc vous voyez, c'est une interface web. Et donc là, vous avez la page principale. Donc là, vous avez des agents qui sont déjà déployés, Knowledge Agent, Data Analysis, que vous pouvez utiliser. Vous avez une galerie avec un certain nombre d'agents que vous pourrez déployer si vous le souhaitez. Vous avez là, toute une série de points à configurer en termes de modèles, de data source, etc. Comme je vous le disais, des API, des SharePoint, des Google Drive, enfin voilà, tout ce qui va vous permettre de faire de l'agentique avec votre base et également un MCP serveur.
Et puis, vous avez aussi la possibilité donc d'avoir un agent builder. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, le template galerie, vous voyez, c'est une série d'agents que vous pouvez, des flux qui ont déjà été créés, vous pouvez importer, que vous pouvez exécuter dans vos cas d'usage. Donc, ça peut être intéressant. Et vous avez un agent builder. Donc là, on va utiliser l'agent builder pour refaire exactement la même chose que ce que je viens de faire en PLSQL sur la partie agentique. Donc là, vous voyez, on a les mêmes choses. On a tool, task, team et agent. Donc là, je vais créer un tool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer évidemment une connexion à la base, donc la base incident. Et là, je vais prendre le tool, là, je vais prendre voilà, la fonction SQL d'UpdateOrder. Donc ça, c'est mon tool. La tâche, maintenant, je vais rajouter une tâche, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en mode graphique. Je crée une nouvelle tâche. Je relie la tâche à mon outil. Donc, je vais donner un nom à cette tâche, hein. Ça arrive, c'est un peu long. Voilà, je rajoute voilà, le nom et je rajoute les instructions, hein, qu'on a vu tout à l'heure. C'est exactement les mêmes instructions. Je passe la même chose, hein, d'instructions. Donc là, ensuite, je vais créer un agent. Donc voilà, je prends mon profil, hein, que j'avais créé tout à l'heure. Donc, évidemment, il faut avoir un profil au préalable, hein, dans la base. Donc je lui mets un nom d'agent. Je vais lui mettre un rôle pareil, hein, le même rôle que tout à l'heure. Voilà. Et je vais créer ensuite un team, pareil. Donc le team, il va simplement se brancher à l'agent de la même manière. Donc je vais créer un nouvel agent, un nouvel team, pardon, excusez-moi. Je relie l'agent. Donc il est en mode séquentiel. Je copie le nom de ma team que je vais mettre dans l'interface team. Voilà. Ensuite, je vais mettre des entrées et des sorties, forcément, hein, un chat, put, chat, input. Donc un modèle chat input. Voilà, donc hop, je prends mon modèle chat input et je le mets là. Voilà, je le relie à mon prompt et je fais un chat output en sortie. Vous voyez, tout ça, c'est complètement graphique, hein, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de code, hein, spécifiquement. Sauf à mettre du prompt, finalement. On pourrait aussi mettre du code, hein, c'est pas le... Donc là, je vais lui donner un nom. Donc voilà, je vais mettre un nom sur mon agent. Je sauvegarde les changements. Je vais publier mon agent. D'accord? Donc c'est un nouveau flux que je publie. Je confirme. Je vais le re-sauvegarder. Voilà. Et là, on va aller sur les flux. Donc là, on voit que j'ai mon flux qui a été créé. Et donc maintenant, ben, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais demander toujours les mêmes questions. J'ai un problème toujours avec mon smartphone. Et donc évidemment, il va réagir globalement de la même manière, hein, parce que ben, voilà. Donc là, je vais lui dire, bah, s'il est cassé. Voilà. Et là, je vais lui demander un remplacement, je crois, hein. Oui, remplacement, voilà. C'est un refund. Et il va me demander les mêmes informations et c'est toujours la même personne, hein, qui va avoir un problème. Je vais arrêter la présentation là parce que là, du coup, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, vous voyez que de manière graphique, on fait exactement la même chose que en PLSQL. Donc, on peut vraiment créer des agents de manière graphique sans code et c'est vraiment très pratique. Dernière chose, les prébules d'agents. Donc, je vous l'ai dit, ça c'est super intéressant. On a une série d'agents qui ont été développés par Oracle et qui sont disponibles à cette adresse ici, hein, qui est dans le tout. Donc, vous pourrez le retrouver dans les replays. Et je vais peut-être essayer de vous la copier dans le chat directement, parce que je l'ai mis dans le coin. Ah, ça tout de suite. Ah bon, je n'ai plus le temps. Dans le chat, je vous mets l'adresse si ça vous intéresse d'aller voir ces informations-là. Voilà. Donc là,
Donc ces agents-là, c'est des agents tout construits. Vous avez simplement à installer dans la base et vous pouvez pouvoir les utiliser directement pour différents cas d'usage. Et donc un des cas d'usage extrêmement intéressant en termes de développement, c'est la partie InspectDB. Donc je vais vous la montrer ici tout de suite avant de terminer. Donc je vais utiliser pareil l'agent Builder. Donc là, j'ai en fait installé déjà dans la base en fait, avec un profil et j'ai installé l'agent InspectDB. Donc je vais simplement créer un chat input et un chat output. Voilà. Et je vais le mapper à une team qui est déjà créée, hein, je vous l'ai dit, qui a déjà été créée dans la base. Donc là, c'est deux SQL qu'on récupère sur le GitHub. Et avec ça, vous pouvez travailler directement avec les agents qui sont déjà existants. Là, l'agent qui s'appelle SH Inspect. Je vais faire les liens. Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais republier cet agent. On va le sauvegarder déjà, hein. Je donne un petit nom. Voilà, hop, je sauvegarde et je publie. Alors, si je suis dans les temps, ça va. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais aller dans mes custom flows. Donc, on va voir qu'effectivement, on a un nouveau flux. Et je vais pouvoir faire tourner le flux. Donc là, on va travailler avec la base. Donc, l'idée de cette agence, c'est de pouvoir inspecter finalement un modèle de données et puis vous donner toutes les informations nécessaires à du développement. Typiquement, qu'est-ce qu'il y a comme table, comment elles sont référencées les unes avec les autres, qu'est-ce qu'il y a comme dépendance, quel est l'impact si je modifie telle ou telle colonne, est-ce que je peux avoir le DDL de tel objet, telle table, est-ce que tu peux m'écrire un code pour modifier. On peut faire énormément de choses, donc vraiment une vraie aide en termes de développement. Et vous voyez, très simplement, là, je vais lui demander de me lister tous les objets auxquels il a accès. Ensuite, je vais lui demander de me lister, me donner les colonnes de la table product et les références de la table. Donc ça, c'est super intéressant, pas besoin d'avoir à se balader, à faire des requêtes complexes. Tout est fait automatiquement par l'agent, en fait. Et ça va vous, finalement, de manière naturelle, en langage naturel, vous expliquer, vous donner les informations sur le contenu de votre modèle et permettre de travailler plus facilement. Ça vous génère du code, du DDL, etc. Donc là, vous voyez, j'ai les colonnes. J'ai également les tables qui sont référencées par ma tag product, donc je sais exactement quelles sont les tables qui sont référencées. Je pourrais bien sûr avoir toutes les contraintes, etc. C'est très facile. Il suffit simplement de demander et en retour, on a l'information. Donc ça vous facilite vraiment le travail. Il faut vraiment faut le faire, hein, mais ça vous facilite le travail. Pas besoin d'aller chercher les vues dynamiques, etc. ou les vues des tables du catalogue. Vous allez directement à l'information ici. Vous voyez, si je renomme la table, la colonne, il me dit attention, vous êtes référencé sur deux tables, vérifiez que ce n'est pas le cas, etc. Voilà. Je vais aussi lui demander de vérifier par exemple un package. Juste après, je vais lui demander de vérifier que dans ce package, on n'a pas de mention d'une table. Voilà. Et vous voyez, je parle en français, il me répond en anglais. Enfin, sur un LLM, il n'y a pas de notion de langage. Donc, je vais lui demander que la procédure database inspect agent, il n'y a pas de référence à la table promotion. Typiquement, si je veux modifier quelque chose, je veux être sûr qu'il n'y a pas d'impact. Ça permet de gérer les impacts aussi quand je fais de la modification de code, de vérifier les impacts qu'on peut avoir sur les procédures, sur les différentes tables, etc. Donc là, il me dit il n'y a pas d'impact, etc. Et la dernière chose, je vais lui demander le DDL de la table. Oui, je peux générer les DDL. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec le DB Inspect. Il y a vraiment énormément de choses. Donc c'est un agent préconfiguré, vous avez simplement à l'installer et vous pouvez le déployer, vous pouvez l'utiliser directement dans vos interfaces de développement. Ça peut vraiment être une vraie aide en termes de développement. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vois que j'ai deux, trois questions. Je vais essayer d'y répondre rapidement, très rapidement, donc du coup. Donc je vais stopper mon écran. Hop. Donc est-ce que Oracle va fournir de l'IA pour gérer la base de données? Alors, si je viens de répondre un petit peu à la question, d'une certaine manière, oui. On a effectivement la possibilité de le faire pour la partie modèle. Et on a sur la partie agentique IA, dans la base, hein, beaucoup de choses qui arrivent, qui sont en développement, et notamment des choses sur la partie gestion en termes de performance. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en termes d'agent IA. Donc on va être en capacité de faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment intéressant pour la partie base de données. Alors, est-ce qu'Oracle aborde la partie des modèles, de l'explicabilité des modèles?
Alors non, c'est pas l'objectif. On peut avoir l'explicabilité des modèles. On n'a pas cet aspect-là directement dans les modèles d'embedding puisqu'on les utilise directement. Sur la partie Oracle Machine Learning, c'est différent. Quand on construit les modèles à partir d'algorithmes qui sont à la base, oui, on peut avoir l'explication du modèle, pourquoi il a été fait, comment il a été construit. Mais là, pour la partie d'embedding, on n'a pas l'explication. Il faut simplement prendre les bons modèles par rapport au cas d'usage. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté.